Bonjour à tous et merci de suivre l'édition de la mi-journée sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous, à la une de l'actualité de ce dimanche 23 octobre 2022. Souvent stigmatisés, les bègues célébrés tous les 22 octobre veulent se faire entendre. Encore merci à vous d'être au rendez-vous. Être vu, être entendu, représentation et acceptation du bégaiement dans notre société, c'est autour de ce thème que la Fédération nationale des organisations pour la promotion des bègues de Côte d'Ivoire a commémoré le samedi 22 octobre la journée mondiale du bégaiement. Une journée qui vise à permettre aux personnes qui bégaient de se faire mieux entendre. Georgette Ido Fofana y était pour RTI2. On perd combien de gens de rire lorsqu'un bègue parle. Ce trouble de la parole a longtemps été un obstacle pour Yéné Ouattara. Une entrave à obtenir un emploi qui est aujourd'hui levée. Elle est technicienne des travaux publics dans une entreprise qui lui a fait confiance. Yéné Ouattara se souvient encore des frustrations et humiliations subies lors des entretiens d'embauche du fait de son handicap. Avant d'être ici, j'ai été refoulée dans les entretiens d'embauche où je répondais à toutes les critères. Je répondais à tout. Et à l'entretien, il me semble qu'il y a un recruteur qui m'a dit clairement, mais attends, tu veux qu'on t'embauche, que tu iras sur le chantier, dire quoi aux gens, que tu ne sais même pas où parler, que cette phrase-là on va dire, de courage, pour donner la peur d'aller encore déposer les dossiers ailleurs. Pour elle, le bégaiement ne devrait pas être un frein à l'insertion socio-professionnelle. Que bègue ne veut pas dire qu'il faut se mettre idiot ou pas. Donc, je pense que on peut être bègue et puis être multitâche. Le courage, la détermination et le professionnalisme de Yéné ont convaincu son patron. Son handicap ne l'empêche pas de faire correctement le travail qu'il lui donne. Voilà, on s'entend très bien. Elle me talonne beaucoup parce qu'elle est courageuse. Voilà, donc je n'ai pas de problème avec elle. Donc chaque fois quand il vient, c'est elle qui me rappelle tout ce qu'il doit faire. Elle est là, voilà, elle suit le travail. À l'occasion de la journée mondiale du bégaiement, célébrée tous les 22 octobre, les bègues se sont retrouvés dans la commune de Yopougon pour se faire entendre. On est stigmatisé. Quelqu'un qui n'est pas vu, c'est quelqu'un qui est caché. Aujourd'hui, la personne qui bégait revendique son bégaiement. On n'a plus une tendance à l'isolement. On veut s'afficher comme tous les autres. On veut également, on veut se faire entendre. Dire qu'on existe. On est dans une société et dans cette société-là, c'est nous qui vivons notre handicap. Si nous nous cachons, la société ne saura pas que nous existons. C'est pourquoi nous voulons qu'on nous voie et qu'on nous entende, qu'on nous écoute. Selon l'Organisation mondiale de la santé, près de 1% de la population est touchée par le bégaiement dans le monde. Quelles sont les causes de ce trouble du langage? Existe-t-il un moyen de l'atténuer? Des préoccupations auxquelles répondent Christophe Ongwedji, orthophoniste. On ne peut pas parler de causes de bégaiement, mais on peut parler plutôt des hypothèses qui essaient d'expliquer l'origine du mal. Il y a la première hypothèse qui est avancée depuis longtemps, qui est l'hérédité. Parce qu'on a remarqué dans certaines familles que lorsqu'un enfant bégaye, il y a beaucoup de chances de voir dans la lignée de cette personne-là des parents qui avaient bégayé à l'époque. Il y a des techniques qui sont là pour aider les personnes non-bègues à parler efficacement sans bégayer. La technique qui marche vraiment, puisque pour la personne bègue, c'est le rythme de la parole qui est perturbé, on demande simplement de travailler une technique qui nous permet ou bien qui permet à la personne bègue d'aller lentement. Et donc, on peut donner par exemple un modèle. Il peut s'agir par exemple d'un enregistrement, d'un test qui va très lentement, que la personne bègue doit suivre. Et donc, à force de suivre cette parole ou bien ce test très lent, la personne bègue va adopter cette façon de parler lentement et plus tard maintenant, essayer d'accélérer un peu plus son rythme et parler sans bégayer.
En Côte d'Ivoire, la journée mondiale du bégaiement est à sa 11e édition. Une occasion pour les personnes qui bégayent de se faire entendre et de mieux connaître ce trouble de la parole et de la communication. Beaucoup de courage à toutes ces personnes. Et puis avec Maïssa Kogey pour notre rubrique Escale 225, rendons-nous tout de suite à Gbeti Tapeya, village situé à Daloa, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, pour découvrir ensemble des singes dits sacrés qui y vivent depuis plusieurs décennies. Ambiance des grands jours à Gbeti Tapeya, comme tous les dimanches, dans cette petite localité située à 11 km sur l'axe Issia-Daloa, au centre-ouest du pays. Ici, à côté des chants de réjouissance marquant un début de journée agréable, chacun vaque normalement à ses occupations. Dans cette atmosphère à la fois festive et de travail, Ambroise Rabé décide de faire sortir de leur logis des voisins peu communs. Quelques secondes plus tard, ils sont là. Les singes de Gbeti Tapeya sont de toutes les tailles, grands, moyens et petits. À leur tête, Pascal, comme l'appellent affectueusement les villageois. Âgé d'environ 5 ans, il est devenu le chef de file, le mâle dominant, après avoir mené une rude bataille contre ses adversaires. À Gbeti Tapeya, Pascal est le seul singe à porter un nom. Le maître, c'est-à-dire le dominant, à lui seul, on donne un nom. Depuis que je suis né, c'est le seul qui a un nom. On l'appelle Pascal. Après des civilités consistant à leur faire déguster des bananes douces qu'ils affectionnent particulièrement, Pascal et sa bande décident de faire une petite promenade dans le village. Première escale, un pan de la forêt de 4 hectares qui les abrite. C'est l'occasion pour eux de savourer des fruits. Si en dehors des singes, cette forêt renferme d'autres espèces animales ainsi que des espèces végétales, il est défendu aux villageois et aux visiteurs de la pénétrer. L'accès n'est pas permis à tout le monde, seulement ceux qui entrent, c'est seulement ceux qui doivent entrer là-bas, juste pour faire ce qu'il y a lieu de faire, c'est-à-dire les libations. À l'origine, ce n'était pas une forêt sacrée, c'était une plantation de café. En ce temps-là, il n'y avait pas tous ces arbres que vous voyez aujourd'hui. À l'époque, elle appartenait au grand frère Rabé Bogué. Rabé Bogué Paul est celui-là même par qui les singes sont arrivés et se sont installés à Gbeti Tapeya. C'est aux abords de la maison qu'il a vu naître que Pascal et ses amis se rendent après plusieurs minutes passées dans les arbres. Rabé Bogué Paul est le premier villageois à avoir eu un contact avec les singes. Tout commence par un songe fait par son père, également appelé Rabé Bogué, chef du canton Gbalon Sud et fondateur du village de Gbeti Tapeya. Une guénon lui apparaît et lui parle. Nous sommes vos ancêtres. C'est au cours des guerres tribales qu'on nous a déshumés. Donc on voulait revenir pour revivre avec vous. Comme nous ne pouvons plus faire cela, nous reviendrons en animal. Quelques jours après ce songe, Rabé Bogué père se rend au champ en compagnie de son épouse. Là, un fait inattendu se déroule. Arrivé au champ, la bonne femme a fait coucher son bébé et elle s'est mise à sarcler son champ de taro. Au fur et à mesure qu'il travaillait, elle s'éloignait du lieu où était couché le bébé. Le bébé s'est mis à pleurer. Pris par son travail, elle ne se souciait pas des pleurs du bébé. À un moment aussi, elle a vu que le bébé ne pleurait plus. C'est là qu'elle trouve utile de revenir sur ses pas pour voir ce qui se passe près du bébé. Et quand elle revenait sur ses pas, à une hauteur du bébé, il aperçoit une guénon qui quittait le bébé et montait à l'arbre. Elle prend le bébé dans sa main. Elle constate sur la bouche du bébé, il y avait du lait. Donc, le bébé a été allaité. Fort de ce constat, Rabé Bogué père fait un rapprochement entre le songe qu'il a fait et l'événement à la plantation.
Il relate ensuite les faits à son oncle qui lui fait savoir qu'il a lui aussi fait le même songe avant de faire l'analyse suivante. Il dit ce que vous avez vu en rêve, moi aussi j'ai vu en rêve. Mais en rêve, ils ont détaillé comment ils vont venir habiter avec nous. Mais il faut qu'on aménage au bord du village une place où on peut les accueillir. Aujourd'hui, les protecteurs du village, les ancêtres, sortis un tant soit peu de leur repos éternel pour cohabiter sous une autre forme avec leurs descendants, vivent en parfaite harmonie avec eux. On est bien ici, nos singes, ils grossissent bien, on s'amuse bien, eux. Nous vivons avec eux, ils rentrent même dans les cuisines, partout. Bon, ils se servent et ils mangent ce qu'ils veulent manger. Et puis, bon, même si une ménagère les surprend en train de... Bon, elle ne peut que les chasser, mais pas les brimer. Il y a eu un singe qui est venu à la maison, qui a coupé une mangue. La mangue n'était pas encore mûre. Donc ma mère a dit à ce singe-là, remets-moi la mangue, passe dans 3 jours pour récupérer. Là, elle va avoir le temps de mûrir. Et moi, je voyais ça comme ça. Et effectivement, dans 3 jours après, le singe est revenu. Et ma maman était étonnée. Pourtant, cette cohabitation n'est pas toujours du goût de certains villageois. Quand on a nos choses dans la cuisine, ils rentrent dans la cuisine, ils gâtent tout. S'il y a la banane là-bas, ils prennent. Bon, des fois, ils dorment sur le toit, nous on dort dans la maison. Mais ce sont eux qui nous réveillent. Maintenant, quand il y a les œufs, ils s'en prennent tes œufs. Si tu as la banane, de suite, j'ai la banane mûre, ils m'ont poursuivi. Je suis rentré dans la maison et ils sont partis. Eux, ils déchirent les bâches qu'on met sur la cuisine, eux, ils déchirent les bâches et puis ils gâtent tout. Quand doit survenir un triste événement, les singes de Gbeti Tapia l'annoncent à leur manière. C'est le gourou qui crie de loin. Quand il crie, c'est là les gens savent que c'est qu'il y a la mort dans la famille ou bien dans le village. Aussi, les singes ne vivent pas leurs derniers instants dans la forêt. Lorsqu'ils sentent leur mort prochaine, ils se rendent dans le village pour y pousser leur ultime soupir. Après être passés de vie à trépas, ils ont droit à un ensevelissement. S'ils meurent, on les enterre, mais pas comme on enterre les hommes. On creuse quelque part et puis on les enterre. Face à tous ces égards, les singes se sont constitués en différents groupes qui s'affrontent pour être les premiers à répondre à l'appel de leur tuteur. Quand il y a un clan rival qui est là, celui qui est là en force chasse. Le groupe, puisque Pascal est là, c'est le groupe de Pascal. Pascal et son groupe occupent le terrain ce jour. Selon le chef du village, 2 types de singes résident à Gbeti Tapia. Nous avons les Pritoris qui ont les nœuds blancs et les mônes qui ont le pelage roux. Le pelage roux désigne la bande à Pascal. Après le domicile qui a vu naître leur premier hôte, Rabé Bokué, ils se dirigent vers la tombe de celui-ci. C'est la preuve que les singes de Gbeti Tapia se souviennent toujours des leurs, même quand ces derniers ne sont plus de ce monde. C'est sans doute pour cette raison que pour continuer à s'occuper d'eux et assurer leur survie, leurs descendants ont des attentes. Quand les touristes y arrivent ici, nous avons beaucoup de difficultés. Et aussi, s'ils peuvent confier ça au gouvernement pour nous venir en aide, pour restaurer aussi la forêt qui est là. Des actions qui, si elles sont menées, garantiront à coup sûr le positionnement du village de Gbeti Tapia comme un lieu touristique par excellence. Après leur tournée dans le village, Pascal et son équipe se retirent. Ils rejoignent la forêt, leur dortoir dans la plus grande discrétion. Qui sait, la bande à Pascal, si elle reste toujours vaillante, reviendra certainement une autre fois pour guider les visiteurs et les transporter une fois de plus dans les méandres de l'histoire, celle de Gbeti Tapia. Merci et rendez-vous ce soir avec Afisati Karamoko Dosso, pontu de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous.